Dialogue Guinée avec Jeunes Patriotes. Jeunes patriotes. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet important pour la Guinée. Ce projet de nouvelle constitution qui a été adopté par référendum en 2025. Oui, bonjour. Notre but, c'est de regarder de plus près, en s'appuyant sur une analyse qu'on a lue, certains articles qui pourraient, disons, avantager le chef de la transition, Mamadi Doumbouya, et la junte, le CNRD. Tout à fait. Et il faut bien préciser notre démarche. On se base sur une analyse spécifique de ce texte. On ne fait pas une étude juridique complète, mais on regarde comment cette source interprète certains points comme favorables au pouvoir. Ce sont des lectures possibles basées sur les textes publics, bien sûr. Exactement. Donc, la mission, si on veut, c'est de décortiquer ensemble les points clés que cette analyse soulève. On va parler de l'interdiction de candidature qui disparaît, la durée du mandat qui change, et puis ces protections pour les anciens présidents et même leurs conjoints. C'est ça. Essayez de saisir la portée que l'analyse donne à tout ça. Alors, commençons par le plus évident peut-être, ce qui saute aux yeux, la possibilité pour Mamadi Doumbouya de se présenter. Qu'est-ce que l'analyse dit là-dessus exactement ? C'est un point central que la source met en avant, oui. Pour comprendre, il faut se rappeler la Charte de la transition de 2021. Ah oui. Son article 46. Il était très clair. Il interdisait noir sur blanc au président de la transition, au Premier ministre, aux membres du gouvernement et à tous ceux du CNRD de se présenter aux élections, qu'elles soient nationales ou locales. C'était vu comme une garantie à l'époque, non ? Une garantie majeure, oui. Et le fait important, souligné par notre source, c'est que cette interdiction, elle n'est pas reprise dans la nouvelle constitution de 2025. Elle a disparu. Purement et simplement. L'article 46 de la charte, cette clause précise, n'y figure plus. D'accord. Et la conséquence directe, selon l'analyse ? La conséquence immédiate, et l'analyse insiste vraiment là-dessus, c'est que l'obstacle juridique formel à une candidature de Doumbouya est levé. Donc techniquement, la voie est ouverte ? Voilà, techniquement, oui. L'analyse mentionne d'ailleurs que les forces vives en Guinée, c'est le terme pour l'opposition et la société civile en gros, ont vivement protesté contre cette suppression. Ils y voient quoi ? Selon la lecture de notre source, ils y voient la fin de la promesse d'un retour au pouvoir civil sans que le chef de la junte ne puisse lui-même être candidat. C'est perçu dans cette analyse en tout cas comme une modification fondamentale des règles du jeu. Oui, c'est un changement majeur, c'est sûr. L'analyse pointe aussi d'autres choses, notamment la durée du mandat présidentiel. Elle y voit quelque chose de significatif aussi. Oui, absolument. Le nouveau texte change la durée du mandat. On passe de 5 ans, le quinquennat qu'on connaissait avant, À 7 ans. à un septennat, exactement. 7 ans, et ce mandat est renouvelable une seule fois. 7 ans renouvelables une fois. Et l'analyse, elle interprète ça comment ? Juste un ajustement technique ou il y a une dimension plus politique ? L'analyse suggère une portée politique, oui. C'est assez logique en fait. Un mandat plus long, 7 ans au lieu de 5, ça donne plus de temps à un dirigeant pour asseoir son pouvoir, pour mettre en place son programme. Pour marquer les choses plus durablement. Voilà. Et si on imagine 2 mandats de 7 ans, ça fait 14 ans potentiels au pouvoir, sans compter la transition avant. Donc oui, l'analyse y voit un renforcement possible de l'exécutif. Intéressant, mais est-ce que le principe de la limitation du nombre de mandats, qui est quand même un acquis démocratique important, est-ce qu'il est préservé ? Alors oui, ça, le document le confirme. Le principe de la limite à 2 mandats présidentiels, ça reste. C'est écrit noir sur blanc dans le nouveau texte. C'est un garde-fou qui demeure. Pourtant, l'analyse semble dire que ce n'est pas si simple. Elle parle de zones d'ombre, même avec cette limite de 2 mandats, c'est-à-dire... Ah, c'est là qu'on touche à une ambiguïté classique dans ce genre de situation de changement de constitution après une transition. La limite de 2 mandats est là, oui. Mais ce que le texte ne dirait pas clairement, selon l'analyse, c'est si les compteurs sont remis à zéro pour un dirigeant qui viendrait de la transition et qui serait élu sous cette nouvelle constitution. Ah, la fameuse question de la remise à zéro des compteurs. Exactement. La question que soulève l'analyse, c'est est-ce que Doumbouya, s'il est élu président, pourrait faire 2 mandats de 7 ans en plus de son temps comme chef de la transition ? Ou est-ce que la transition compte d'une façon ou d'une autre ? Et le fait que ce ne soit pas clair, comment l'auteur de l'analyse interprète ça ? L'analyse y voit une source potentielle de problèmes futurs, ou en tout cas une marge d'interprétation énorme qui pourrait évidemment jouer en faveur du dirigeant. Ce flou sur la remise à zéro, c'est souvent au cœur des débats. Oui, on a vu ça ailleurs.
L'auteur de notre source semble suggérer que ce manque de précision, que ce soit voulu ou pas, ça pourrait laisser la porte ouverte à une très longue période au pouvoir pour l'homme fort actuel s'il gagne les élections. Et ça touche aussi plus largement aux conditions d'éligibilité qui pourraient être définies plus tard par des lois organiques. Ce qui rajoute encore de l'incertitude. Voilà, ok. Passons à un autre aspect que l'analyse détaille, le statut, les protections pour les anciens présidents. Les articles 73 et 74 sont cités. Qu'est-ce que l'analyse en dit ? Oui, l'analyse s'arrête sur ces articles parce qu'ils semblent offrir des garanties, disons, assez solides aux anciens chefs d'État. L'article 73, par exemple, il fixe leur rang protocolaire juste après le président en exercice. D'accord. Et un point que la source relève, c'est qu'il prévoit qu'ils puissent être chargés de missions spéciales par le président actuel. Ça leur garde un pied, en quelque sorte, sur la scène publique. Et l'article 74 ? Là, l'analyse semble voir des protections encore plus tangibles. Absolument. L'article 74, tel que lu par notre source, il parle des avantages matériels, financiers et de la protection juridique. Et ça, non seulement pour les anciens présidents eux-mêmes, Mais aussi pour leurs conjoints. oui. Et l'analyse souligne bien cette précision, leurs conjoints aussi. Après, les détails exacts, le niveau des avantages, l'étendue de la protection, tout ça doit être fixé par une loi organique plus tard. Ce qui, note l'analyse, laisse une certaine marge de manœuvre. Et l'immunité qui est mentionnée, l'analyse insiste sur des points particuliers. Oui, elles s'attendent sur la formulation. L'article 74 donnerait une immunité civile et pénale aux anciens présidents. Mais, et c'est le mot-clé, uniquement pour les actes accomplis dans l'exercice régulier de leurs fonctions. Régulier, voilà. L'analyse insiste sur cette nuance. Régulier. Qu'est-ce que ça veut dire, un acte régulier? Qu'est-ce qui n'en fait pas partie? Qui décide? L'auteur y voit une protection importante, certes, mais dont les limites pourraient être sujettes à interprétation juridique et politique. Théoriquement, des actes jugés irréguliers ne seraient pas couverts. Je vois. Et cette protection, les avantages matériels, ça continue après la fin du mandat? Le texte le dit explicitement et l'analyse le note. Oui, ça subsiste après la fin du mandat. C'est lu comme une garantie forte pour assurer la sécurité et le statut des anciens dirigeants une fois qu'ils ne sont plus au pouvoir. L'analyse qu'on a lue semble aussi très attentive à la protection des conjoints. Pas seulement ceux des anciens présidents, mais celui ou celle du président en exercice. Pourquoi cet accent d'après l'auteur ? C'est vrai, c'est un point qui est mis en avant. Le texte prévoirait une protection spécifique pour le conjoint ou la conjointe du président. L'analyse interprète ça comme pouvant inclure la sécurité physique, peut-être une forme d'immunité par ricochet et des aides matérielles. Et l'auteur de la source se demande un peu pourquoi cette insistance. Et il avance une explication, un contexte, oui. Oui, l'analyse propose une hypothèse basée sur le contexte régional au moment où elle a été écrite. Elle rappelle ce qui s'est passé au Gabon avec l'épouse d'Ali Bongo, Sylvia Bongo-Valentin. Ah oui, après le coup d'État de 2023. Exactement. Elle est citoyenne franco-gabonaise, elle a été arrêtée, emprisonnée. L'auteur de l'analyse suggère, et il faut bien dire que c'est une suggestion interprétative de la source, que cette affaire aurait pu sonner comme un avertissement. Et motiver des garanties renforcées en Guinée. Voilà. Que ça aurait pu motiver l'inclusion de garanties plus fortes pour les conjoints dans le texte guinéen, comme une sorte de précaution face à un climat politique africain jugé peut-être plus incertain pour les familles des dirigeants qui tombent. L'analyse cite même le nom de Lauriane Doumbouya, l'épouse du chef de la transition, en suggérant que sa protection future aurait pu être une considération. C'est une lecture qui essaye de lier le texte à l'actualité extérieure, en effet. Bon, si on essaye de prendre un peu de recul maintenant, quelle est la conclusion générale, l'interprétation globale que propose l'analyse, en combinant tous ces éléments ? Ce qui ressort vraiment fort du document qu'on a examiné, c'est une perception très claire d'une constitution qui, pour l'auteur de cette analyse, semble pensée pour sécuriser Mamadi Doumbouya, maintenant et pour l'avenir. L'idée principale, c'est celle d'un texte qui serait potentiellement taillé sur mesure. Taillé sur mesure, pourquoi ? Pour accompagner une transition du pouvoir militaire vers un pouvoir civil, mais dirigé par la même personne, tout en offrant des garanties très solides pour l'après-pouvoir. Et l'analyse ne fait pas que décrire, elle semble aussi exprimer une forme d'étonnement peut-être. Oui, c'est ça. L'auteur du document source exprime, ou en tout cas rapporte, une interrogation. Il s'interroge sur ce qu'il voit comme une réaction assez limitée, voire un silence, de certains groupes en Guinée face à ces aspects de la Constitution. Qui, par exemple ? Il mentionne spécifiquement les intellectuels, que ce soit en Guinée ou dans la diaspora. Il se demande pourquoi, selon lui, il n'y a pas eu une contestation plus forte de ces articles qu'il juge problématiques. Et ça va même jusqu'à l'armée.
Oui, l'analyse pousse la question jusqu'à l'institution militaire elle-même. L'auteur se demande pourquoi l'armée, qui est souvent vue comme gardienne de la République, des institutions, ne semble pas réagir plus que ça face à ce qu'il interprète comme une personnalisation du processus constitutionnel. Là, il faut vraiment insister. On rapporte le point de vue et les questions de l'analyse qu'on a lue. Absolument. C'est crucial. On rapporte fidèlement les observations et les interrogations qui sont dans notre source, sans se les approprier. C'est le regard critique de ce document spécifique. C'est une perspective critique claire de la part de cet auteur. Bon, alors, si on devait maintenant essayer de synthétiser l'essentiel de ce qu'on a vu à travers cette analyse, qu'est-ce qu'on retiendrait? Plusieurs points clés ressortent de cette lecture de la Constitution guinéenne de 2025. D'abord, la suppression de l'interdiction de candidature pour le chef de la transition. Ça ouvre la porte à Doumbouya pour la présidentielle. Ensuite, L'allongement du mandat présidentiel à 7 ans, renouvelable une fois. C'est un changement notable. Troisièmement, la limite à 2 mandats est maintenue, oui, mais avec cette grosse ambiguïté sur la remise à zéro du compteur pour Doumbouya. Et enfin, quatrièmement, la mise en place de garanties et de protections assez larges pour les anciens présidents. Statut, argent, immunité conditionnelle, et cette mention spéciale pour les conjoints, qui est moins habituelle. Voilà les points principaux que l'analyse met en lumière. Mais il faut vraiment garder en tête, comme on l'a dit au début, que ce sont des interprétations d'un texte. Comment ces articles vont être appliqués réellement, comment ils vont être précisés par les lois organiques, comment les tribunaux vont les interpréter, tout ça, ça va déterminer leur impact réel dans les années à venir en Guinée. Oui, la pratique, la jurisprudence, ça sera décisif. Et peut-être, pour finir, une question pour la réflexion. Au-delà des avantages que cette analyse voit pour les dirigeants, actuels ou passés, comment est-ce que ces nouvelles règles du jeu constitutionnel, le mandat plus long, les immunités, la possibilité pour un chef de junte de devenir président élu, comment tout ça pourrait remodeler l'équilibre des pouvoirs en Guinée sur le long terme? Bonne question. Quelle dynamique on peut attendre entre ces textes qui sont censés fonder une nouvelle ère et puis les aspirations démocratiques qu'on a entendues pendant la transition? Comment ces dispositions vont influencer la culture politique, la compétition pour le pouvoir, la relation entre l'État et les citoyens? Ça, ce sont des questions fondamentales et seul l'avenir nous le dira.